Cécile de Bénibus. C'est parce qu'on a aujourd'hui, on a la bêtise en nous. Je vous le dis. Faut dire que certaines personnes présentes dans ce studio ont une mauvaise influence en général. Ouais. Non, c'est marrant. Non, je vise pas Benoît Perrin. Non, il vise pas ça non plus. Donc on se demande bien à qui tu penses. Ça allait de soi. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est notre. Françoise, déjà on pense, ce qui est déjà pas mal. Donc ne nous demandez pas plus que ça, s'il vous plaît. On rigole, en fait, on se moque de vous. Bêtement, avec Benoît. Je sais. Vous savez comment on vous appelle maintenant? Mais il y a de quoi? On vous appelle Madame la Préfète. Parce que vous avez un petit côté préfète comme ça, j'adore. Ouais, ça vous irait très très bien. Madame la ministre, vous pouvez m'appeler aussi, non? Ministre, oui, mais préfète, vous voyez, c'est la représentante de l'État, c'est elle qui fait régner l'ordre. Non mais excusez-moi, vous voulez pas qu'on appelle l'Élysée et qu'il me nomme définitivement préfète? Ah, j'adorerais ça. Et je peux si vous voulez. Non. Je suis sûr que ça me ferait rire. Non, qu'on vous nomme présidente de la République, pas besoin d'élection. Non, préfète, c'est formidable en préfète, à vous. C'est son genre de beauté. Mais oui, c'est ça. C'est son genre de beauté. Voilà, avec en plus la casquette, là, la grande tenue. Je pourrais plus râler, elle m'enverrait les flics. Ah ben bien sûr, direct. Qui vous dit qu'elle ne peut pas déjà le faire? Je peux déjà, c'est ce que j'allais dire. Et quelle région, là, vous choisiriez? Article 805, je peux vous arrêter, vous mettre des menottes et vous lâcher. Je pense qu'elle prendrait la préfecture du Grand Nord. Alors, quelle préfecture, effectivement? Le Grand Nord, parce qu'on serait près de la Belgique. Excusez-moi, vous me cherchez du boulot ou comme ça se passe? Vous avez un truc à me dire? Magnifique. Patrick, bon, allez les amis, vous les avez entendus, Françoise de Gaulle est avec nous, Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés, et en plus, il ça a l'air sérieux, hein, mais bon, il l'est pas aujourd'hui. Samuel Botton est avec nous, aujourd'hui, il est quand même spécialiste communication. On a quand même gagné, on a gagné une nouvelle médaille, et je trouve que c'est vrai que quand on est français, on n'a pas beaucoup de moments de se réjouir, parce que malheureusement, rien ne va bien. Et je trouve que le sport, c'est quand même le seul moment où pour on peut les être fier. athlètes français. Bravo. Et moi, est-ce qu'on peut envoyer des prières pour demain soir? Cizeron, ils ont tellement dominé la danse hier, ils ont dominé les Américains. Demain, médaille d'or, c'est pas possible autrement. Allez. On croise les doigts. Allez les amis, le sommaire rapidement. Cet homme de 70 ans qui a été placé en garde à vue après avoir mortellement tiré sur un cambrioleur qui avait pénétré son domicile dans la nuit de dimanche à lundi à Genasse, près de Lyon, en France. Le homejacking compte par centaines chaque année, environ 480 des faits recensés en 2022. Et on vous pose cette question: cambriolage, homejacking, faut-il élargir le cadre de la légitime défense? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Zach prendra vos appels au 0826 300 300. Et moi je dis oui, bien sûr, si on rentre chez vous, c'est parce qu'on vous veut du mal. Françoise de Gaulle? Non, bien sûr que non. Le cadre est parfait. C'est pas la peine de donner des permis de tuer. Allez, Samuel Botton. Tout dépend du cadre. Allez, Benoît Perrin. Bien sûr que oui, il faut élargir la présomption de légitime défense. Et la question du soir à 18h10, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite favorable à l'introduction d'une préférence européenne dans certains secteurs stratégiques. Le principe conditionnait l'accès aux fonds publics à l'utilisation de composants produits en Europe. Et on vous pose cette question: préférence européenne, pensez-vous que les pays européens joueraient les jeux? Eh bien, vous dites non à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi, je dis que quand on voit leurs achats d'armement, je suis plié de rire. Benoît Perrin. D'accord avec Philippe David. Oui, parce qu'ils sont en train obligatoirement de changer. L'armement est une vieille histoire, parce que sinon on va mourir. Samuel Botton. Ça peut continuer à creuser des écarts au sein de l'Union européenne. L'avis de nos Verbois ce soir. Votre avis 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Et à 17h50. Le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque, et je dois dire que vu la taille de l'appartement et vu le tarif, il y a un problème, écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle pour la geôle à louer sur le Bon Coin, toujours disponible? La quoi? L'appartement, pardon, à louer sur le Bon Coin. Oui. C'est bien 900 € par mois, le 8 mètres carrés, hein? C'est bien ça, oui. Par rapport au préavis, est-ce que c'est une peine qu'il faut purger ou c'est un préavis normal? Ce sera à partir de 17h50 et pour vous faire plaisir, on a très envie en tout cas de vous offrir un très joli cadeau puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio. Pour ce bon d'achat, écoutez bien le montant, 200 € sur le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France et je le dis tous les jours. Messieurs, on est le combien aujourd'hui là? On est le 11. Le 10. On est le 10. Dans 4 jours, il y a une petite fête qui s'organise entre amoureux. Je dis
sache des rien. Et si vous voulez sélectionner un très joli bracelet durable à la symbolique forte inspirée de la rose des vents, et ben là vous nous appelez, messieurs, vous nous envoyez un petit texto, vous écrivez Sud 7 20 18, vous l'envoyez à ce numéro 7 20 18, vous choisissez un très joli bracelet pour votre épouse, chérie, enfin à qui vous voulez, voilà. Et puis bam, 14 février, le cadeau de Sud Radio. Ben ça c'est bien. Magnifique. Et ce sera offert par le Vent la Française. En attendant, allez, du débat avec vous au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Au cœur de la nuit, vers 3h30 du matin, dans ce quartier pavillonnaire à l'est de Lyon, un homme de 70 ans entend des pas sur son plafond. Le propriétaire s'approche, arme à la main, et aperçoit un homme ouvrir une trappe. Le septuagénaire ouvre le feu. C'est donc un cambrioleur présumé. Cet individu, il a 19 ans et il est décédé après avoir été touché par le tir de ce septuagénaire. Le maire de la commune se dit solidaire avec son administré. La personne qui a reçu cette visite impromptue à 3h du matin, elle est peut-être en droit d'avoir peur et de se poser des questions, et puis si elle est menacée, de riposter. Qu'on arrête de se poser des questions par rapport à celui qui a été envahi chez lui, qu'on se pose des questions par rapport à celui qui envahit les autres. 2 enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative de vol avec arme, l'autre pour homicide volontaire. Les vraies voix Sud Radio. Et juste après la pub, on aura l'avis de nos vraies voix. En attendant, c'est Serge qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Sevran. Bonsoir Serge, bonsoir, bienvenue Serge. sur Sud Radio. Bonsoir les vraies voix, je salue Madame la préfète. Vous avez vu, on a fait bouche. Merci les amis. Nouvelle nomination, bravo, félicitations. Et puis ça, c'est pas une nomination au copinage. Hein. Non, ça lui va très bien. Écoute. Attendez, c'est légitime. C'est légitime, bien sûr. Bien Dans sûr. le Nord, tu la vois près de la Belgique, là, oh là là, à la frontière. Allez, le sujet est sérieux. Alors le sujet, il est plus grave, en fait, parce que effectivement, il y a un jeune homme de 19 ans qui s'est introduit dans une maison où il n'était pas invité. Alors moi, je ferai partie des 5% qui ne sont pas favorables à l'élargissement de la légitime défense. Pourquoi ? Parce que ça peut ouvrir les portes à beaucoup de dangers, où en fait quelqu'un il va se sentir obligé d'avoir une arme chez lui et de se dire la police n'est pas capable de me défendre, je vais me défendre. Et d'un autre côté, ça fait partie de l'identité du pays où la sécurité est mise à mal et où les gangsters comme ça, ils reçoivent très peu de sanctions. Ouais. Pour la petite histoire, étant donné que je me balade beaucoup dans Paris, à une époque jusqu'à François Hollande, le palais de l'Élysée n'était pas bunkérisé comme il est. Vous avez raison dans ce que vous dites. On pouvait passer en voiture dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, presque on pouvait prendre une photo, un petit selfie. Aujourd'hui, c'est bunkérisé. Vous avez 2 cartes de police, enfin j'exagère un peu. Oui, la route est coupée. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous, et puis il n'y a personne qui est rentré une fois dans l'Élysée pour voler ou pour voilà. Donc alors pour nous particuliers, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se dire on est comme à Dubaï ou dans des pays comme ça qui sont super surveillés où il n'y a pas de vol ? Tout le monde me dit, il n'y a pas de vol dans ce type de pays, Singapour, en tout Taïwan, cas, s'il y en a, il est résolu très vite. Hein. Oui. Ou bien il est résolu très vite et les gens, ils retournent pas, comme au Maroc aussi, au Royaume du Maroc, on ne fait pas d'entourloupe pareil. Alors parce que sinon, c'est la course à s'armer ou à mettre des chiens méchants, voilà quoi. Serge, vous bougez pas parce que ça n'arrête pas d'appeler au 0826 300 300 et nos vraies voix ont envie de discuter, de débattre avec vous. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. Vous pouvez vous inscrire bien sûr à notre chaîne YouTube, nous regarder sur YouTube et on vous fait des coucous et sur nos plateformes en tout cas. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter à la radio et sur les plateformes et on vous en remercie. Autour de cette table, Françoise Degois est avec nous. Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés. Samuel Botton qui est un expert en communication chez Step Conseil et vous au 0826 300 300. Je vous réexplique, un homme de 70 ans a été placé en garde à vue après avoir mortellement tiré sur un cambrioleur qui avait pénétré son domicile il y a quelques instants. Serge nous dit que non, il ne faut pas élargir le cadre de la légitime défense. Ça sonne énormément à la porte, si je puis dire, de Sud Radio. Françoise Degois, quel est votre avis ? Je suis d'accord avec Serge, on est ultra minoritaire sur les auditeurs, parce que je ne crois pas du tout que les sondages sur le pays donneraient ça. C'est effectivement, pour moi, c'est un danger. D'abord, l'article du Code pénal est très
bien fait sur la légitime défense. Donc la question est toujours la même question. Nous sommes dans une démocratie, une société civilisée. Un jeune homme arrive dans une maison pour voler. C'est pas la première fois qu'on vole. On vole depuis la nuit des temps. Je le rappelle. Est-ce que ça vaut la mort parce que d'un seul coup, quelqu'un a le droit, je termine, d'être armé? Je vous sens, voilà. Je vous entends penser. C'est ça qui est emmerdant pour vous. Je vois dans vos yeux ce que vous allez dire. Vous allez pouvoir remplacer Alexandre Delovan si vous lisez même les pensées. Donc voilà, je pense que non, il ne faut pas. C'est assez bien fait. Et on n'est pas du tout un modèle américain où tout le monde finirait armé avec le droit de tuer. Benoît Perrin. Bon, je ne vais pas vous surprendre, je suis en désaccord total. Le droit pénal, en fait, il y a deux cas. Il y a le cas de la légitime défense classique, c'est-à-dire il faut que l'attaque soit injustifiée, immédiate, nécessaire, proportionnée, et la personne qui est en légitime défense doit prouver qu'il était en légitime défense. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la présomption de légitime défense, et là c'est simple, c'est que globalement, celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ou pour se défendre contre les auteurs de vols exécutés avec violence, bénéficie d'une présomption d'innocence. Oui. Donc autrement dit, c'est à l'autre de prouver qu'effectivement, donc à l'agresseur en quelque sorte, ou à la famille de l'agresseur, de montrer qu'effectivement l'agresseur, la situation de présomption de légitime défense ne s'applique pas. Et moi, ce qui me semble logique, c'est qu'en fait, la légitime défense, la présomption de légitime défense, qui s'applique de nuit, devrait aussi s'appliquer de jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi que c'est toujours à celui qui se fait agresser de devoir prouver qu'il était en situation de légitime défense. Alors, bougez pas. Robert, bonjour, restez avec nous. Stéphane, bonjour, restez avec nous aussi. Et Serge aussi, bougez pas. Avec vous, Samuel Bouton. J'ai vu plus révolutionnaire comme proposition que l'élargissement au jour, mais j'y souscris entièrement. Sur ce cas précis, quand vous avez une arme chez vous, ça sous-entend que vous en avez une certaine maîtrise. Je parle même pas de port d'arme. Parce que visiblement, dans ce cas-là, ça n'existe pas. Légitime défense, pas de souci. Une arme, pas de souci. Il était bijoutier. Soit bijoutier, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous êtes dans cette configuration, excusez-moi, il y a une différence entre tirer pour tuer et tirer une balle dans la jambe ou dans le mollet ou dans le pied ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le cas par cas et les situations et ce qu'elles exigent et imposent. Après, légitime défense, évidemment, vous êtes violé dans votre intimité. On s'introduit chez vous, il y a une crainte, encore plus à un âge avancé et au vu du métier que vous venez d'évoquer, mais rien ne justifie qu'on donne la mort à quelqu'un, aussi mauvais soit-il, c'est même la base de notre République. C'est de la démocratie. Alors, moi je crois qu'il y a un principe, parce que déjà, quelqu'un qui rentre chez vous, il vient peut-être pas systématiquement pour voler, hein. Il vient peut-être pour vous tuer, carrément, ça vous pouvez pas le savoir. On sait pas ce que c'est. Oui, donc la légitime défense, bien sûr. Quand quelqu'un rentre chez vous en pleine nuit, parce que surtout on a quand même appris que il est venu dans une voiture, il n'était pas seul dans une voiture volée. Donc quelqu'un déjà, avant de dire un jeune homme, je dirais un voyou et même un truand. Parce que quand on a déjà volé une voiture, qu'on circule dans une voiture volée et qu'on s'introduit chez une personne âgée, bijoutier en plus, et Dieu sait s'il y a des problèmes de homejacking chez les bijoutiers, moi j'estime que le droit à la légitime défense, il est total dès lors que vous êtes chez vous, qu'on vous attaque de nuit, parce qu'on vient peut-être pas pour vous voler, mais pour vous torturer et vous tuer. Lisez ce qui se passe toutes les semaines dans les homejacking en France. Vous avez vu les chiffres, on est à 462, je crois, 482, plus de 1 homejacking par jour. Quand on voit la barbarie d'un homejacking, on ne peut avoir que de la sympathie. Allez. On a le droit de se défendre chez soi. Allez les amis, 0826 300. Chez soi, si. Stop les amis, Robert est avec nous de Marseille et Stéphane de Béziers. Bonsoir Robert, bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute mon cher Robert. Bonsoir la préfète, évidemment. Alors j'ai vraiment marqué le point, vous savez. Ça va rester ça. La force des socialistes. Bonsoir à vos invités. Bienvenue. Écoutez, moi j'ai le même âge que la personne qui a intervenu. Donc je ferai la même chose. Ah, vous feriez la même chose que voilà. Je suis armé, moi. Ouais, vous êtes armé, d'accord. Mais vous êtes armé parce que vous êtes dans un chasseur. Vous êtes à quel sujet? Tireur sportif. Ah oui, c'est ça, tireur sportif. Bougez pas, Robert, bougez pas. Stéphane est avec nous de Béziers. Bonsoir, Stéphane, bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Moi, je voulais juste réagir parce que j'ai une carrière de 35 ans dans les forces de l'ordre. J'étais enquêteur. Et de mémoire, il me semble que l'article 122.6 du Code pénal prévoit que le fait de repousser, même par l'homicide, toute pénétration, violence de nuit, tout ça, n'est pas pénalement répréhensible. N'est pas pénalement Bien sûr, c'est l'article exact que vous nommez. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la dichotomie de Benoît. Ça existe déjà dans la loi. Ça existe déjà de nuit.
Deux nuits. Si, 2 nuits. C'est ça la dichotomie que je vous propose. Intrusion, c'est 2 la nuits, nuit. effectivement. Voilà. 2 Bien jours. sûr, mais 2 jours, c'est à celui qui estime d'être en légitime défense de se justifier si jamais il doit répondre de ses actes. Moi, je propose que ce soit 2 jours ou 2 nuits. Dès lors que quelqu'un est agressé chez soi, que ce soit l'agresseur qui doit démontrer qu'il n'est pas en légitime défense. S'il vous plaît, laisse-le finir. Allez, Stéphane. Dans les faits, ça n'arrive jamais. S'il vous plaît, Stéphane. De mémoire, c'est pas le cas de légitime défense, c'est les cas de non-impectabilité. De non comment? J'ai pas compris. Impactabilité. D'accord, pardon. D'accord. Okay. Dans les faits, ce que je veux dire par là, c'est que la justice est très bien faite quand même, contrairement à tout ce qui se dit en permanence. C'est que ce soit de nuit ou de jour, à partir du moment où vous avez une agression, où il est évident que c'est une légitime défense, la Cour relaxe, vous relaxe dans la majorité des cas. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas le problème que vous évoquez, Benoît, qui me pose un problème. C'est que je veux aller jusqu'au bout de ce que pense Philippe David et de ce que pensent plein de gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des ports d'armes? Est-ce qu'on devient une société où les citoyens ont le droit de porter des armes? C'est ça le sujet. Ma réponse à moi, elle est non. Et ta réponse, elle est quoi? Moi, dans son domicile, je vois pas le problème dès lors que c'est pour défendre vous et votre famille. Donc un port d'armes à la maison. Si vous aviez un casier vierge, etc., j'ai pas de problème. Est-ce qu'on peut reprendre l'auditeur juste avant qui faisait du tir sportif, disait-il, Robert, et lui poser la question, vous qui êtes aguerri justement à l'usage d'une arme. Il est en ligne, il vous entend. Robert, vous êtes de Marseille en plus. Oui. Très bien. Bon, vous avez toute ma sympathie. Ma question est la suivante. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans cette situation avec l'expérience et l'exercice du tir qui est le vôtre. Vous visez où? Oui. Ben, en principe, je viserai aux jambes. Ah ben voilà. Eh bien, un tir aux jambes peut être létal. Si vous voulez l'artère fémorale. Oui, mais il y a déjà moins d'intention de tuer. Non, mais les amis. Attendez, quand vous êtes agressé chez vous, vous êtes sous l'émotion. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je veux bien. Quand vous avez une arme chez vous, vous êtes préparé à ça. Quand on a une arme, on sait pourquoi on l'a, on sait pourquoi on tire et on sait où on tire. Moi, je sais pas, j'ai pas d'arme chez moi. Mais arrêtez de parler tous en même temps, mais c'est pas possible. Il y a une personne qui parle, on l'écoute. Voilà. Donc je n'ai pas d'arme chez moi parce que je ne sais pas m'en servir. C'est conditionné à des permis, à des formations et à savoir s'en servir. Dans ce cas précis, je suis désolé, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de port d'armes. Il tire pour tuer. Alors après, on pourra prouver est-ce que c'est volontaire, pas volontaire. Samuel, je m'oppose à vous sur quelque chose. C'est de dire aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui s'inscrivent dans des standards. Achetez une batte de baseball, prenez des cours de karaté, prenez un 70 ans, prendre un cours de karaté. Prenez une batte de baseball. Qu'est-ce que vous voulez? À 70 ans, face à un mec de 19 ans qui est peut-être armé. Dans ces cas-là, je pose la question. Le type, il prend un couteau dans sa cuisine, il le plante dans le noir. C'est de la légitime défense ou pas? Oui, je pense, oui, bien sûr. Vraiment, je pose la question. Je souscris à ce que dit Samuel vraiment et à Benoît sur l'émotivité. Je n'ai jamais tenu d'armes. Je ne sais pas si vous en avez déjà tenu, Madame la Préfète. Attendez, Françoise. Stéphane, Robert et Serge, souscris à ça. Attends, Françoise. Vous êtes tous à l'antenne, donc ceux qui veulent intervenir disent moi, Serge, je veux parler. Sur l'émotivité, est-ce qu'on est capable vraiment? Moi, je suis incapable de tirer, en fait. Je ne sais pas si je vais pas finalement tirer dans la poitrine, en fait, en voulant tirer dans le pied. Voilà, c'est un sujet. C'est un sujet. Oui. Se servir d'une arme, c'est relativement compliqué quand même. Déjà, c'est compliqué pour les policiers de la sortir, que je peux vous assurer que... Mais c'est ce que j'ai fait pendant 35 ans. Il faut en avoir l'habitude. Et même en ayant l'habitude, vous savez, sur le tir d'entraînement qu'on fait, on fait du tir de riposte à 7 mètres. Et c'est pas évident de toucher la cible des fois. Voilà. Merci. Donc on fait du tir à tuer. On ne tire pas dans les genoux, ça c'est Clint Eastwood. Oui. Ah bah oui, les policiers sont c'est clair, comme on tire pas dans les pneus, c'est impossible. Quand il y a l'air fluide obtempéré, ils disent on qu'à tirer dans les pneus, c'est impossible de tirer dans les pneus. Justement, Philippe, c'est possible de tirer dans les pneus, mais ça ne change rien en fait. La voiture ne doit pas s'arrêter. Surtout, il faut arriver à le viser. Donc, du coup, en tant que professionnel, en réalité, l'idée d'avoir un port d'armes généralisé avec tout citoyen qui n'a pas le casier judiciaire, qui a un casier judiciaire vierge, ça vous paraît aberrant ou pas? Moi, ça me paraît pas aberrant en tout cas. Non, je parlais à notre policier. Mais je reprends au vol et puis après, le policier répondra. Effectivement, si on n'a pas de casier judiciaire, si on a été formé, ça me choque pas du tout. Et je vais vous dire, je pense que c'est quand même très dissuasif parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre pour éviter de se prendre une balle, même dans le genou. Le mieux quand même, c'est de pas rentrer dans un domicile. Voilà, c'est pas comme quelqu'un qui n'a rien. C'est une sage proposition. C'est une sage proposition. Allez, les amis, Serge, on vous remercie beaucoup. Robert, merci beaucoup. Stéphane, merci
Merci beaucoup pour ceux, en tout cas, qui appelaient au 0826 300 300. Vous pouvez toujours venir à partir de 19h. Absolument, parce que le sujet fait beaucoup réagir. On vous attend à partir de 19h avec François-Louis Bourneau. Et dans un instant, les amis, seul contre tous. Et nous avons en face de Françoise de Gois. Pourquoi Sarah Knafo pourquoi Bardella ne peut pas se substituer à Marine Le Pen et voilà. Samuel Botton sur les municipales des grandes villes. La gauche est à poil. Et c'est pas plus mal, vous le dites. C'est bien, j'adore ce titre. À tout de suite. Je savais que ça allait plaire à Philippe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Ce sont des sujets très intéressants psychologiquement. En tout cas, c'est intéressant de vous avoir sur ces sujets, en tout cas sur la légitime défense. Est-ce qu'on peut rajouter ce que vous nous avez expliqué en antenne, parce que je pense que c'est passionnant pour les gens. Vous faites du tir, Cécile. Vous avez dit, au moment de sortir son arme, pour les policiers c'est valable, on perd 60%, c'est ça? De sa faculté, en fait. Le stress, en fait, rétrécit le champ de vision. Même pour les policiers. Le stress de tenir une arme. Oui, forcément. Lorsque vous la sortez, vous n'êtes pas dans des conditions toujours faciles. C'est-à-dire vous êtes dans la rue, vous êtes dans une situation de crise, et donc forcément votre champ de vision se rétrécit. C'est incroyable, ça. Et donc là, il faut lutter, et il faut lutter contre ça, ce qui n'est pas facile. Même pour un policier, c'est très compliqué de sortir son arme. Donc imagine en particulier. Bah oui, c'est très difficile. C'est pas anodin, c'est un acte compliqué. En tout cas, soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est avec vous jusqu'à 19h avec Françoise de Gois, Benoît Perrin, Samuel Botton. Tout de suite, seul contre tous, et ça va crier un peu, j'ai l'impression. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et Françoise, vous êtes seule contre tous sur cette question. Pourquoi Bardella ne peut pas remplacer Marine Le Pen? Alors ça se voit pas tout de suite. Et d'ailleurs, mon sentiment, j'aime à le dire, je le disais à des camarades hier, la double peine de Marine Le Pen, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a la peine qui va probablement l'empêcher de concourir. Et puis, il y a la peine de savoir que, en fait, au fond, elle sait très bien que Jordan Bardella peut pas se substituer. Même si aujourd'hui, dans tous les sondages, on indique qu'il peut se substituer dans des catégories socio-professionnelles même différentes de Marine Le Pen. La réalité, c'est que la présidentielle est un révélateur extraordinaire, une sorte de centrifugeuse en réalité, et que pour conquérir dans une présidentielle, eh bien, il faut du coffre. Ça veut pas dire qu'il faut être très âgé, mais il faut du coffre, il faut de la maîtrise, il faut de la densité. Je pense, moi, que Marine Le Pen, candidate, peut-être n'aurait jamais eu autant de chance, parce que les Français sont quand même comme ça en disant c'est son tour après tout. Voilà, parce qu'elle est revenue de tout. Jordan Bardella, à l'épreuve d'une présidentielle, ce n'est pas parce que je pense qu'il est nul ou qu'il est jeune, c'est juste qu'il n'est pas capé, il n'est pas cadré. On a déjà vu sa campagne des législatives désastreuse, je le dis bien, dans l'entre-deux tours, il a complètement perdu pied, et ça amène aussi le résultat, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas le Front républicain, c'est aussi ses erreurs à lui. Donc voilà, je pense que il ne peut pas se substituer à Marine Le Pen. En réalité, je ne dis pas qu'il sera pas au second tour, mais il performera beaucoup moins que Marine Le Pen. Voilà. Les amis. Alors, Samuel. Je suis partiellement d'accord avec Françoise, donc on va commencer par moi. Je vous trouve très dur, par contre, sur l'analyse des législatives de Bardella. Je reste persuadé que sans le Front républicain, il fait beaucoup mieux. Après, ça n'enlève rien à votre propos. Il est jeune, il est nul et il manque d'épaisseur intellectuelle. Sur sa capacité à pouvoir gérer une présidentielle, je suis moins inquiet pour lui que pour le soutien du parti. C'est-à-dire, je n'ai pas d'inquiétude, moi, vous savez, concernant l'extrême droite. Je n'ai pas d'inquiétude. Non plus, mais bon, il faut bien traiter le sujet. Ouais. Je suis moins inquiet pour Jordan Bardella que le traitement que le parti va lui réserver, parce que j'imagine mal toutes les fortes têtes derrière prêter allégeance à Jordan Bardella, alors qu'on ressent qu'il y a un espace qui se prend et que ce serait peut-être aussi le moment pour eux d'y aller. Concernant Marine Le Pen, elle a un avantage, c'est qu'elle en a vécu plusieurs. J'ai tendance à penser qu'elle sent bien quand même les Français à certains moments. En témoigne depuis 6 ans le fait qu'elle nous parle de pouvoir d'achat beaucoup plus que les autres. Et puis sur le reste, je suis d'accord avec Françoise, donc je vais vous laisser la parole aux désaccordés. Moi, je pense qu'elle va être condamnée. Elle va être inéligible et donc il va la remplacer. Non mais ça, d'accord. Oui, non mais donc quand vous dites qu'il ne peut pas la remplacer, s'il va la remplacer. J'ai pas dit. Oui, non mais j'ai compris ce que vous la nuance, mais vous permettez que je termine ma réponse. D'accord. Le truc, c'est que je suis convaincu, quand on regarde les sondages, notamment ceux de l'IFOP avec qui on est partenaire, il fait le même score que Marine Le Pen au premier tour. Est-ce que ça va baisser ou pas ? Pour moi, je suis d'accord avec ce que dit l'IFOP, parce que tu dis à peu près tous les instituts de sondage. Ce sera entre 32 et 35 au premier tour. Ça risque de bouger. Ça risque de bouger, à la baisse, à la hausse, je sais pas. Mais en revanche, le gros problème sera le second tour.
Mais ça dépend qui il a en face. C'est sûr que ce sera beaucoup plus facile si c'est Jean-Luc Mélenchon que si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est intéressant parce que vous pensez vraiment qu'il fait le même score que Marine Le Pen. Moi, je oui, après les sondages, moi je prends vraiment le pari qu'il sera beaucoup plus bas, et je pense que parce qu'il sera beaucoup plus bas, le ticket du second tour la barre du second tour va baisser. C'est ma conviction. C'est quoi plus bas pour vous, Françoise? C'est 22, 23. Je vais jusqu'au bout. Vous savez, moi j'ai 4 présidentielles dans les pattes en tant que journaliste, en tant que conseillère, donc je vois bien comment ça fonctionne une présidentielle. Il n'est pas prêt pour la lessiveuse. Et Benoît n'a pas parlé. Pardon Benoît. Pour une fois, je vais être plutôt d'accord avec Françoise, justement. Oh mince. Mais vous pouvez changer d'avis, hein. Comme ça c'est bon, vous pouvez assurer un désaccord avec moi. Attendez, je prends une photo. Non, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Marine Le Pen a plus de chances quand même d'être élue que Jordan Bardella. Effectivement, elle a évidemment plus d'expérience. Elle est quand même appréciée par une bonne partie des Français. Elle a quand même un sens politique qui est quand même assez développé, notamment grâce à son expérience. Et après, Jordan Bardella, c'est vrai qu'il a quand même pour le coup 2 avantages, je crois. Le premier, c'est qu'il touche quand même davantage les cadres. Il fait plus de voix chez les cadres, enfin, plus de voix potentielles chez les cadres. Et deuxièmement, il a aussi le soutien, je peux pas dire le soutien, mais enfin, en tout cas, on va dire que les pouvoirs économiques ne sont pas totalement hermétiques à son discours. Donc c'est quand même 2 avantages sur Marine Le Pen. En revanche, effectivement, je pense que, notamment avec franchement, les 2 quinquennats Macron qui sont quand même pas une réussite, je suis pas certain que, notamment, les retraités, qui sont quand même, vous le savez, extrêmement nombreux, puisque c'est quasiment un électeur sur 2, un votant sur 2, je veux dire, eh bien, je suis pas certain qu'ils souhaitent retenter une aventure d'un jeune qui a à peine 30 ans. Il aura 32 ans. Oui, donc ça, c'est un énorme handicap, son âge, au-delà de la personne. Oui, 31. Et ben voilà, cette histoire est réglée, j'ai envie de dire. Alors, vous avez vu comment ça marche, la préfète? J'ai pas fait exprès. Ouais. Mais tellement ça touche les gens. C'est fou, hein. C'est fou. Vous avez vu là, vous les voyez les. Oh, je le vois très bien. Je les vois, les ordres de la préfecture. C'est beau. Je vois. Il va falloir que je construise un cabinet. Mais bon, ça autre chose. Samuel Botton, puisque vous êtes là, vous dites que les municipales, en tout cas des grandes villes, la gauche est à poil et c'est pas plus mal. J'aime bien cette façon de parler, ça me fait plutôt marrer. Eh bien, écoutez, il se trouve que ce matin, rien à voir avec la gauche, c'est la formule qui me fait rire. Je me suis retrouvé ce matin devant les sondages. Alors on va laisser Lyon de côté parce qu'a priori elle est acquise à Jean-Michel Aulas. Se pose la question de Bordeaux, mais je vais pas vous mentir, ça m'intéresse très peu. Par contre, Paris et Marseille. Tu sais comment on doit arriver avec les gros sabots? J'ai pas fini. Maxime va pas être content de nos réalisateurs et bordelais. Par contre, Paris et Marseille, ça m'intéresse au plus haut point et je trouve les sondages qu'on a fascinants. Alors sur Marseille, ça se tient. Je développais déjà une théorie il y a quelques semaines en disant que Martine Vassal finirait à 13-14, que Benoît Payan allait rogner cet électorat, ce que j'avais pas vu venir. C'est de l'augu qui soit assez bas, aux alentours de 6-10%, et c'est une probabilité. Et en fait, c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que Benoît Payan n'a qu'une carte à jouer, c'est ne rien faire. Juste attendre, espérer que tout le monde se maintienne, et son seul enjeu à lui, finalement, c'est d'arriver premier. En ce qui concerne Paris, les chiffres, je les trouve beaucoup plus intéressants, parce que pour le coup, Emmanuel Grégoire, il est sur un fil. Il est premier à 31 à peu près, il a Rachida Dati en embuscade à 26, et ce qui m'interroge, et ça rejoint une discussion qu'on aurait pu avoir avec Françoise, c'est quel sera le véritable score de Sarah Knafo. Avec mon expérience de Parisien, j'ai envie de vous dire, ça se joue entre 3 et 5, mais même ces 3 et 5 sont déterminants. Pourquoi? Parce que si elle va chez Dati, que derrière Rachida Dati arrive à capter un peu des 3% de Thierry Mariani, plus si... Alors, Bournazel à 17, je l'avais pas vu venir. Vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit 8-10 grand maximum. 17 s'il les tient, bravo à lui. Maintenant, c'est toujours la même problématique, que ce soit du côté d'Horizon, de LFI ou autre, ils ne se retireront pas. Et ils maintiendront, et si ils étaient amenés à se retirer, je laisse LFI de côté, j'imagine plus facilement Bournazel discuter avec Emmanuel Grégoire que de discuter avec Rachida Dati. Donc c'est très intéressant, et finalement on est sur une ligne où le Parti Socialiste, pour l'emporter sur ces 2 villes, n'a qu'une chose à faire, c'est ne rien faire. Je suis totalement en désaccord avec vous. D'abord parce que Bournazel se ralliera à Rachida Dati. Pour quelle raison? Parce que la pression sera trop forte sur Édouard Philippe et Gabriel Attal en disant s'il n'y a pas ce ralliement, si tu te maintiens, eh bien tu laisses la ville à la gauche. Donc il est écrit que Bournazel se retirera et se ralliera à Rachida Dati. Je suis d'accord sur Sarah Knafo qui plafonnera à 5, 6, 7 maximum. Bon là, on la pousse dans les sondages, elle se pousse, elle est corrigée à la hausse, mais tout ça ne correspond pas à grand chose. Je suis pas du
du tout. Je pense que la situation à Paris de Emmanuel Grégoire est très difficile en réalité. Elle est vraiment, c'est probablement la seule ville que la gauche d'importance peut perdre. Elle peut gagner Toulouse parce que ce qui est en train de se mettre en place à Toulouse avec le candidat socialiste, c'est le vote utile. Plus les semaines passent, plus François Briançon monte, mange Jean-Luc Boudin qui sont à 32-33 aujourd'hui, et plus LFI descend. Ce que n'arrive pas à faire Emmanuel Grégoire à Paris, c'est-à-dire il n'arrive pas à faire baisser la fièvre Chikirou. Donc la réalité, c'est que on peut avoir une folie générale où le Parti socialiste garde la plupart de ses villes, conquiert des villes très importantes comme Saint-Étienne ou Toulouse et perd Paris. Et là, qu'est-ce que ce sera l'histoire du 22 mars ? Ce sera pas le Parti socialiste a gagné, ce sera le Parti socialiste a perdu Paris. Voilà, c'est ça. Probable. Mais est-ce qu'on considère à 10-12 que Chikirou c'est une vague ? Le problème, c'est qu'elle se maintient. Mais c'est une bonne chose pour Grégoire. Mais pas du tout, à 31%. Alors, les amis, moi, je suis pas d'accord avec notre ami Samuel, parce que pour moi, la gauche est pas à poil dans les grandes villes, puisque aujourd'hui, la gauche gagne et a gagné toutes les grandes villes, ou presque, à l'exception de Nice et Toulon, lors des dernières municipales. Et que le vote bobo de gauche se concentre dans les centres-villes des grandes villes. Une ville comme Toulouse, c'est vrai, Briançon peut battre Moudinque. Parce que vous connaissez bien. Je connais bien Toulouse, oui, quand même. Quand je regarde les sondages. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 jours, mais je suis en train de me rendre compte. Il n'y a vraiment pas la ligne droite de Longchamp, comme disait Thierry Roland. Bien sûr. Pour moi, Paris, ça va se jouer à l'épaisseur du trait. Marseille, ça va se jouer à l'épaisseur du trait. Alors Lyon, le bilan du maire écolo est tellement désastreux que là, Aulas va gagner. Mais en revanche, les écolos vont perdre Strasbourg, mais c'est Catherine Trottmann qui, à mon avis, va l'emporter. Bien sûr, Lille va rester à gauche. Donc moi, je pense, contrairement à Samuel, que la gauche est pas à poil dans toutes les villes, sauf peut-être pour rendre hommage à Philippe Bilger au Cap d'Agde. C'est lui qui balance toutes les rumeurs. C'est pas possible. Benoît Perrin. Non, il me semble que la gauche n'est pas à poil non plus. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils gagnent, en tout cas qu'ils maintiennent leur position dans les grandes villes dont vous avez parlé. C'est vrai que la dernière élection municipale était un peu particulière, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y avait quasiment, je crois, 6 mois entre le premier et le deuxième tour, qu'on était en juste post-Covid. Voilà. Donc c'est vrai que les résultats étaient un peu biaisés. Je pense notamment au maire de Bordeaux qui est passé de justesse alors que personne s'y attendait. Pierre Urmic, pardon. Qui risque d'ailleurs de repasser. Et qui va peut-être repasser, effectivement. Oui. Je pense que vraiment la sociologie des villes, effectivement, est plutôt aujourd'hui favorable à la gauche. Donc je serais pas surpris que la gauche fasse encore de très bons scores aux prochaines élections municipales. La gauche, le Parti socialiste et les écologistes, parce que vous avez quand même compris. C'est ça, la plus grande chose qui soit arrivée, je pense, à la gauche aujourd'hui, social-démocrate et écologiste, c'est d'avoir tenu ses positions sur LFI. Aucun accord avec LFI, ni au premier tour et ni au second tour. François, vous avez cette certitude. 15 jours après, on avait l'élection législative des Français à l'étranger avec le socialiste qui s'est désisté devant LFI. Mais pas du tout. Et vous m'aviez déjà dit non, on se couchera plus jamais devant LFI. On se couchera plus n'importe quoi. Et ben on en reparlera aux prochaines élections législatives. Ils sont partis divisés. Les socialistes avec Place Publique et LFI à 3. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe à la fin? Bien sûr. Ils sont désistés. Mais ils ne pouvaient pas se maintenir. Vous racontez. Écoutez, est-ce que vous pouvez être précis dans ce que vous racontez? Mais non, mais franchement, on n'a pas le droit de raconter des conneries. Ils ne pouvaient pas se maintenir. Vous êtes au courant que quand on a pas fait 5%, on verra aux prochaines élections. Vous verrez que pour les municipales, il n'y aura pas d'accord. Excusez-moi. Arrêtez, vous verrez. Françoise, est-ce que je peux vous louer un petit Airbnb pour tous les deux? Non, pas du tout. Putain, mais c'est pas possible. Je ne supporte pas les gens qui disent des choses imprécises. Voilà. Et moi, je ne supporte pas les gens qui ont des certitudes, alors que vous allez voir que, comme à chaque fois, arrêtez de dire, la gauche, les socialistes et les filles, pour garder leur poste, vont s'allier. En revanche, je peux dire un mot. Allez, on verra. Moi, je crois que ce qu'il va falloir suivre, c'est les villes moyennes. Oui. Les villes de 30 à 100 000 habitants qu'on ne considère pas comme très grandes villes. En tout cas, voilà. Non, et là où tu peux avoir de l'accord, je te l'ai déjà dit il y a 3 semaines. Allez. Le LFI peut discuter avec le socialiste sur du cas par cas, sur des parties Maintenant, c'est vous qui allez vous engueuler. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le RN ne va pas du tout scorer sur ces municipales. Ça, on peut le dire et le redire. Les amis, ça, j'en suis pas convaincu. Dans un instant, merci beaucoup. Dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur Sonia, vous savez, la témoin décisive des attentats du 13 novembre, qui pourrait ne pas toucher sa cagnotte. Alerte le président de l'association Life for Paris, qui sera avec nous dans quelques instants. J'avais envie de lui donner la parole, on l'attend et on vous espère que pour vous tout va bien et vous êtes ensemble avec nous jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Procédure PDP, PA engagé, PEPOL certifié, présente.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous étiez avec nous depuis le début, le calme est revenu après la tempête. Françoise Degois avec nous, Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés. Économiste, bon. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, avec Philippe David, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur ce sujet. Sonia, vous vous souvenez, la témoin décisive des attentats du 13 novembre pourrait ne pas toucher sa cagnotte. Alerte le président de l'association Life for Paris. Et avec Philippe David, on avait très envie de donner, en tout cas, ouvrir le micro à Arthur des Nouveaux qui était avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes donc à l'origine de cette cagnotte et présidente de cette association Life for Paris, une association des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et vous avez été victime de votre succès, puisque là, vous avez lancé une cagnotte. Au départ, si je me souviens bien, c'était pour 2500 €, et ça s'est emballé. Aujourd'hui, vous avez dépassé les 45 000 €, c'est ça ? Les 460 000 même. 450 000 €. 450 000 €. Oui, vous êtes trompé d'un zéro. Hein, c'est complètement incroyable. Je vous envoie mon RIB direct. Non, je plaisante. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. Extraordinaire. Formidable. J'avais lu 45 000. C'est vraiment génial. Pour le coup, elle le mérite. Ce qu'elle a fait et ce qu'elle a sacrifié pour sauver des gens. Voilà, la solidarité française existe encore et ça fait plaisir que ce soit vers elle qu'elle aille. Alors ma question est, quel est le problème en fait ? Aujourd'hui, elle avait une durée, cette cagnotte, vous l'avez laissée ouverte. Quel est le problème ? Pourquoi elle ne pourrait éventuellement pas toucher cet argent ? Écoutez, Sonia vit dans des conditions de sécurité drastiques. Oui. C'est ça qui est très malheureux, c'est que la menace djihadiste existe encore, notamment à son égard. Et donc, il y a une commission qui est chargée de veiller à sa sécurité. Et moi, j'ai besoin que cette commission, composée de fonctionnaires, me donne un RIB sur lequel je peux faire le virement, et ensuite, eux feront le virement à Sonia. Comme ça, je ne connais pas la nouvelle identité de Sonia. Un RIB secret, totalement secret de défense, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne... le sien est secret défense. Moi, j'ai besoin qu'il m'en donne un à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts. Au Trésor public. Voilà, Trésor public, exactement. Et visiblement, ce que la commission a dit à Sonia et à son avocate, c'est qu'ils n'avaient pas trop envie de se compliquer la vie avec une cagnotte. Que par ailleurs, si elle l'a touché, il réduirait peut-être ce qu'elle touchait mensuellement de la part de l'État. Et puis qu'enfin, il fallait voir à quel point on allait fiscaliser la cagnotte. Mais c'est pas possible. Non, mais quelle honte. Honnêtement, non, mais désolé, ça s'appelle des charognards pour se comporter comme ça. Il faut alerter Emmanuel Macron, il faut alerter Sébastien Lecornu, il faut leur dire que les journalistes qui les connaissent envoient des SMS. C'est tout à fait indigne. Ça n'est pas acceptable. D'ailleurs, je le fais tout de suite. C'est pour ça que je vous remercie de me mettre à l'antenne. Parce que je pense en effet que dès que le politique va avoir vent de ça, la situation va se débloquer en 24 heures. Évidemment. Mais pour l'instant, vous connaissez ce que c'est. C'était le barrage fonctionnarial et administratif. Comment peut-on imaginer que l'État aille se servir sur une cagnotte pour lesquelles les gens ont donné, ils ont payé des impôts avant de donner, elle met sa vie en jeu et l'État veut lui pomper de l'argent. C'est plus que sa vie en jeu. C'est la question. Comment ? Humainement et légalement, comment est-ce que c'est possible ? Humainement et légalement, bien sûr. C'est-à-dire, je pense que ça va rentrer dans le cadre des donations, et vous le savez, si vous souhaitez aider quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, une grave maladie, vous voulez lui faire un don de, je dis n'importe quoi, de 10 000 €. Vous savez que ça, c'est fiscalisable à hauteur de 60%. C'est-à-dire que la personne qui reçoit cette somme, donc 10 000 € doit payer 6 000 € à l'État. C'est ça les donations en ligne indirecte. C'est quelque chose de dingue. Alors là, et je pense que ça rentre peut-être dans le cadre des donations. On est dans un événement exceptionnel. C'est extraordinaire de quelqu'un qui qui risque sa vie pour avoir sauvé en tout cas pas mal de gens. Dans un moment d'union nationale, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire en fait. Évidemment. Mais on est dans un cas exceptionnel, il y a toujours une possibilité de négociation. Et surtout, le plus triste là-dedans, c'est qu'on n'a pas pu ouvrir cette discussion. C'est-à-dire qu'elle a appris ça au détour d'une réunion de la commission,
Moi, la cagnotte est ouverte depuis 2 mois et demi, personne m'a jamais appelé. Mon petit doigt me dit, parce que je vous ai lu ailleurs, j'ai lu votre interview ailleurs, et mon petit doigt me dit que de toute façon, ça peut pas rester en l'état. Non, le président de la République, à mon avis, est déjà alerté, et je pense le cabinet de l'Élysée aussi, et à mon avis, votre problème va se régler assez vite. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. J'espère, mais voilà. Il y a une forme de tristesse à avoir besoin de mettre les budgets dans la boucle. Évidemment. La bureaucratie. Voilà, il y a 12 000 Français qui donnent. Mais la violence psychologique pour la personne. Non, mais surtout que ces gens qui ont donné aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat, de problèmes de sous, en fait, sont des gens qui sont tellement, en tout cas, fiers que la générosité de cette femme, la générosité qu'elle nous donne, en tout cas, enfin, d'être témoin, en tout cas, et d'avoir actionné des choses, et à un moment donné, il faut lui rendre d'une manière ou d'une autre. Je pense même que c'est ce que 12 000 Français ont l'air de penser en donnant à cette cagnotte. Alors je les embrasse un par un déjà, je vous le dis. Voilà, exactement. Qui on peut appeler là ? Ça y est, c'est fait. Vous avez écrit à l'Élysée ? Ça y est. C'est fait. Voilà, regardez. Voilà, c'est fait. Non, je ne pense pas que ça va se débloquer tout de suite, mais c'est fait. Alors chacun son texto. Chacun son texto. Alors moi je viens d'avoir une réponse. Oui, je regarde immédiatement. Voilà. J'envoie. Alors on fait les gens. Non, mais sérieusement, on plaisante pas du tout. Plaisante pas du tout. Moi non plus, je plaisante pas. Mais il est très très important que le politique en fait s'en mêle parce que c'est la seule très rapidement. Oui, mais ils vont le faire très rapidement. C'est inimaginable. Le courage de Sonia. Je pense que en plus elle a témoigné en caméra cachée. Elle a ému. J'avais oublié en fait moi le courage de cette femme. Et c'est à l'occasion du 10e anniversaire du Bataclan que j'ai réalisé le courage qu'il faut, le cran qu'il faut, et ce dans quoi elle est, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a assumé en réalité. Et je voulais vous féliciter, vous, parce que je vous ai souvent entendu dans vos prises de parole que je trouve toujours très juste et très humaine, et vous dire mais c'est vraiment, vous me touchez beaucoup tout le temps, et je voulais vous féliciter et dire, je vous assure, je vous parie qu'en 24 heures ça va s'arranger, j'en suis sûr. En tout cas, on en sortira tous grandis, même ceux qui ont pu avoir ce mauvais réflexe de vouloir rentrer dans un schéma administratif. Si ça se règle dans 24 heures, je pense qu'on pourra tous être fiers de nous, être fiers de notre pays, ce qui est quand même le plus important. Alors, on a tous envoyé des textos autour de cette table. Arthur, on va vous rappeler dans quelques jours. On va vous laisser un numéro de téléphone. Tenez-nous au courant. S'il faut qu'on remette une louche, on en remettra une. En tout cas, si vous la croisez... Et sinon, on célébrera ensemble le fait que le problème soit réglé. Voilà, exactement. Peut-être que ce sera définitif dans quelques instants. J'attends. Pour l'instant, rien n'est lu sur mon téléphone. Françoise, moi c'est bon, je vous ai pris de court, mais parce que moi ça réagit plus vite, c'est le château, c'est normal. Restez avec nous en tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h. Merci beaucoup Arthur des nouveaux, et puis tout de suite Flavio Le Boncoin, le chasseur d'arnaques. Voilà, ça va nous détendre un petit peu. Flavio est avec nous. Bonsoir Flavio. Bonsoir, vous allez bien ? Bah écoutez, ça va. Quand je vous entends, je me dis qu'il a encore déniché quelque chose de stupide, de drôle, d'étonnant. Et là, j'ai envie de dire, mais ça fait cher le mètre carré de l'appartement, Flavio, quand même. Ça commence à faire cher, en effet, ouais. Voilà, on est en quelle proportion, par exemple ? En proportion, on a 8 mètres carrés. Ouais. Pour combien ? Pour pas mal. Pour 900 €, je crois, aux autour. Voilà. Vous savez quoi ? On va l'écouter. Écoutez. Allô ? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour la geôle à louer sur le Bon Coin, toujours disponible ? La quoi ? L'appartement, pardon, à louer sur le Bon Coin. Oui. C'est bien 900 € par mois, le 8 mètres carrés, hein ? C'est bien ça, oui. Par rapport au préavis, est-ce que c'est une peine qu'il faut purger ou c'est un préavis normal ? Une peine ? Non, c'est un préavis de 1 mois, un préavis normal. Préavis normal, non, on sait jamais dans des copropriétés. Aux heures de visite, est-ce que n'importe qui peut venir n'importe quand, ou il y a des heures bien précises si jamais on vient sonner ou autre ? Les heures de visite, par rapport aux heures de visite, mais par rapport à quoi ? Par rapport à l'appartement, quoi, c'est pas grave. Ma dernière question, si jamais je reste 21 jours dans l'appartement, est-ce qu'une fois sorti de l'appartement, je peux écrire un livre ? Vous voulez écrire un livre, mais... Attendez, on parle bien de l'appartement que je propose à la location, l'appartement de 8 mètres carrés. Oui, c'est ça, l'appartement de 8 mètres carrés, ouais, parce que si je reste 21 jours, j'ai cru entendre qu'on pouvait écrire un livre, donc je me suis dit, bon, pourquoi l'appartement, quoi, sur les conditions. Je comprends pas trop le lien, là, l'appartement, le livre, Non,
je vois pas. Bon, c'est pas grave. Je vous rappelle si jamais. Hein. D'accord, on fait comme ça. Merci, au revoir. C'est pourtant simple, 21. Qui est resté 21 jours non, mais c'est dans une geôle. Ce qui est délirant. Mais en réalité, cette femme n'est pas, comment dirais-je, une exception. On trouve c'est honteux ce prix. 8 mètres carrés, 9 mètres carrés à 900 000 euros maintenant dans le centre de Paris. C'est une honte. Oui, mais c'est moins. Mais c'est beaucoup moins. Ouais. On a l'arrondissement. C'est le 2e arrondissement. D'accord, c'est Paris Centre. Mais vous savez, c'est bien pire encore en fait à New York, à Tokyo, etc. C'est vrai que nous déjà, on est déjà surélevé, mais quand on voit l'éloigner à New York, à Tokyo, c'est Flavio, est-ce que vous l'avez pris finalement cet appartement? Non, j'ai pas pris seulement l'appartement, la cellule, non, j'ai pas pris. Apparemment, les cellules sont. Non, c'est 9 mètres carrés une cellule. Le taille légale d'une cellule, c'est 9 mètres carrés. À 8, vous êtes en dessous. Ah, vous êtes en dessous d'une cellule. Mais est-ce qu'on a le droit de louer d'ailleurs à 8, tu sais? Non, mais s'il faut 20 mètres cubes. Qu'est-ce que vous dites, ça doit faire Flavio? 20 mètres cubes. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est quand même grave d'un côté. On passe ça sous l'humour, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont dans le besoin et d'autres en profitent. On le rappelle quand même que c'est encadré en France, les appartements en taille, etc. Et là, pour le coup, il y a des propriétaires qui profitent justement de la détresse de certaines personnes. Donc on va en rigoler, mais il y a quand même une certaine détresse derrière. Attention, oui, mais la loi, elle est quand même assez bien faite. C'est soit effectivement 9 mètres carrés donc au sol, soit 20 mètres cubes. Donc peut-être que cette chambre fait plus de 20 mètres cubes. Elle fait 5 mètres de haut, oui. Voilà. C'est pas une émission d'immobilier. Non, mais... je veux dire, celle qui propose cet appartement à un prix délirant n'est pas forcément dans l'illégalité. Voilà non, pas dans l'illégalité, mais c'est pas bien quand même. Oui, évidemment. Vous seriez préfète, vous interdiriez. Je le suis. Flavio. Moi, je l'aime d'amour, Flavio. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais comme on dit. Vivement demain. Vivement demain. Allez, bisous Flavio. On vous fait des bisous et on se retrouve demain. Allez, les vrais voix, ça continue. Et puis le coup de gueule de Philippe David après 18h. On nous avait promis la République irréprochable en 2007. On nous avait promis le Nouveau Monde en 2017. On n'a rien vu en 2026. Et on en parle dans un instant. On fait une petite pause. J'ai le temps de fumer. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole. Très heureuse de vous accueillir avec Philippe David, les vraies voix jusqu'à 19h avec Françoise Degois, éditorialiste, Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribue à l'associé, et Samuel Botton, expert en communication. Fils de TEP Conseil. Pas du tout. Je vais partir une rumeur. Que des rumeurs aujourd'hui. Fils de Pierre Botton. Et tout de suite, les amis, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 1er arrondissement de Paris. Pourquoi le 1er arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve la Cour des comptes et que la nomination d'Amélie de Montchalin par Emmanuel Macron à la tête de cette institution pose à mon avis question. En effet, comment nommer une personne qui dans quelques mois analysera les comptes de l'État, donc la réalisation du budget, un budget présenté et préparé par une ministre des Comptes publics nommée Amélie de Montchalin? À ce stade, c'est même plus du conflit d'intérêts, ça va bien au-delà. Ensuite, quand on voit le bilan économique d'Emmanuel Macron, et de facto d'Amélie de Montchalin, qui a fait partie de sa majorité et de ses équipes gouvernementales depuis 2017, est-on qualifié pour parler de compte public quand on a conduit le pays à la faillite? Mais le pire dans tout ça est le sentiment qu'avant de quitter le pouvoir, Emmanuel Macron veut placer ses copines et ses copains partout pour empêcher son successeur de faire ce pourquoi les Français l'auront élu. Qui peut en effet justifier la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel alors qu'il n'a aucune compétence en droit constitutionnel? Dans le même temps, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé sa démission surprise. Un successeur choisi par le président de la République sera nommé, un successeur probablement choisi pour que le RN n'ait pas de prise sur l'institution, au cas où les Français enverraient Marine Le Pen ou Jordan Bardella à l'Élysée. En 2007, la République irréprochable de Nicolas Sarkozy, qui avait promis la fin des nominations au copinage, avait atteint le paroxysme du ridicule lorsque celui-ci avait envisagé de nommer son fils Jean à la tête de l'établissement public du quartier de la Défense. 10 ans plus tard, Emmanuel Macron promettait le nouveau monde. 9 ans plus tard, les Français ont compris, et encore plus en voyant ces nominations, ce qu'était le nouveau monde, l'ancien empire.
Premier point, d'abord, le pouvoir des nominations, c'est toujours le pouvoir du président de la République et tous les présidents de la République font ça. Il n'y a pas simplement que Nicolas Sarkozy, François Hollande a fait ça également. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis simplement que c'est de bonne guerre, c'est comme ça que ça fonctionne. Donald Trump a fait ça aux États-Unis en faisant nommer 3 juges favorables à lui sur la Cour suprême. Donc, sous toutes les latitudes, ok, vous pouvez faire un édito tous les jours là-dessus, mon ami. Donc, je vous conteste pas ça, mais sachant que c'est la règle en réalité. Le pouvoir de domination, c'est la seule chose qui reste en fait à Emmanuel Macron. De nomination. Vous avez dit de domination. Non, c'est parce que j'ai parlé de nomination. Le nomination, c'est exactement comme il va nommer une flopée d'ambassadeurs avant de partir, etc. Sur Amélie de Montchalin, je vous trouve assez dur, bien que vous l'ayez. Et Amélie de Montchalin, c'est une des rares personnes qui fait en fait une forme d'unanimité de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'en veux pour preuve la déclaration d'Éric Coquerel ou de Jean-Philippe Tanguy, disant nous ça nous va très bien. C'est Jean-Philippe Tanguy, alors même jusqu'à dire c'est la seule macroniste avec qui j'ai eu une discussion intelligente. Je trouve qu'elle s'est révélée pendant ce budget. Le fait qu'elle soit ministre des comptes publics, où est le problème? Pierre Moscovici était ministre de l'économie et des finances, il est devenu président de la Cour des comptes. Donc moi ça me gêne pas du tout, je vois pas de conflit d'intérêt là-dessus. Non, j'en vois pas non plus. Je pense juste qu'Emmanuel Macron lui a fait un cadeau empoisonné parce qu'effectivement, je peux comprendre aussi les critiques de Philippe, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui a été en charge du budget, qui va le valider, qui pendant au moins 1 an va se retrouver dans une situation où est-ce qu'elle aura vraiment une liberté d'action? C'est aussi une question. Voilà. Après, sur la personne en tant que telle, on connaît des qualités, mais je suis pas sûr que je lui aurais fait ce cadeau empoisonné à la place du président. J'aurais peut-être cherché une personnalité plus indépendante, moins liée à moi. Moi, je pense que la Cour des comptes, là où vous vous trompez, c'est le fonctionnement. Pierre Moscovici s'est montré extrêmement indépendant. Pourtant, c'est pas tout à fait sa nature. Et il a critiqué très vertement. Benoît. Et je pourrais vous dire la même chose sur Jacques Toubon, voilà. Au droit. Allez, vous souvenez Jacques Toubon. Benoît Perrin, qu'on n'a pas entendu. Alors, on a l'impression qu'Emmanuel Macron prépare le fait qu'il se présente en 2032, parce que très concrètement, il pousse le directeur de la Banque de France à la démission. Il a nommé récemment le président du Conseil constitutionnel. Bientôt, le président du Conseil d'État, qui a un rôle extrêmement important, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de lois doivent être validées par ces instances, doit bientôt, effectivement, aussi rendre la main. Et maintenant, il en restait un quasiment dans les grandes institutions françaises, c'est la Cour des comptes. Donc c'est vrai que maintenant, on a des institutions qui sont considérablement macronisées. Alors, c'est vrai que c'est une pratique. Ça veut rien dire. Non, mais c'est-à-dire que c'est une pratique, effectivement, vous avez raison, qui est ancestrale, mais c'est pas parce qu'une pratique est ancestrale que c'est une bonne pratique. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que, enfin, je me mets à la place des citoyens lambda, c'est vrai que ça fait un peu gros, quoi. On se dit, en fait, c'est toujours un peu les mêmes qui ont les gros postes. Et en plus, il y a une espèce de conflit d'intérêts majeur. L'année prochaine, on va rigoler lorsque la Cour des comptes va sortir effectivement son rapport sur la gestion de la très sévère sur son travail à elle-même. Mais laissez-le parler, laissez-le finir. La Cour des comptes est par nature implacable. Il est là pour restituer des chiffres très sévère. Non, parce qu'il y a des appréciations. Vous avez raison sur les chiffres, mais après il y a des appréciations. Comment elle va pouvoir être critique vis-à-vis de son propre bilan à elle? Ça va être compliqué. Je vais faire une réponse très courte à Françoise. Aux États-Unis, tous les membres de la Cour suprême sont tous diplômés en droit constitutionnel à IA, Harvard, à Yale, à Stanford. Je vais prendre les 2 nominations d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, journaliste, et comment elle s'appelle, qui est prof d'histoire géo. D'accord. Ceci dit, ministre modem, Jacqueline Gouraud, prof d'histoire géo. Excusez-moi de vous le dire. C'est pas tout à fait la même chose. Amélie de Montchalin est diplômée d'Harvard aussi, donc elle a parfaitement sa place à la Cour des comptes. Allez, nos amis, dans un instant, nous allons nommer un ministre, un auditeur qui sera ministre, et en l'occurrence, il sera ministre des Affaires sociales. Et juste après, le qui c'est qui l'a dit, vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes et la langue. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ce sont des animaux sauvages, hein, mais je les adore. Voilà. Françoise Degois de la... Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés. Il y a lui, il y a... Franchement, il y a quand même Samuel civilisé. Ça veut dire que Benoît Perrin n'est pas civilisé? Non, mais ni n'importe quoi. Hein. Non, Philippe, non, mais... lui, il est un état sauvage. Nous, on vient des montagnes en plus, donc on sait très bien comment on vivait. On vient quand même des montagnes, donc on sait très bien que jusqu'à il y a 50 ans encore, on ne rentrait pas dans nos vallées. Ma réputation, il est meilleur que la vôtre. Croyez pas ça, Philippe David.
Vous n'êtes pas à un niveau Cap d'Agde dans nos montagnes, mais vous n'êtes pas loin de Philippe Bilger. En tout cas, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil et vous au 0826 300 300. Et ça tombe bien puisque c'est... Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et nous avons un ministre qui est d'une humilité incroyable puisqu'il passe par le standard pour nous parler. C'est quand même dingue. Avec nous, Xavier de Floirac. Bonsoir Xavier. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Sud Radio, bonsoir Cécile. Merci de m'avoir accordé un petit temps pour exprimer justement la nouvelle politique des affaires sociales. Eh ben, écoutez, la parole, j'ai envie de dire, elle est là. Enfin, en tout cas, prenez la parole. Le temps est pour vous. Nous sommes toutes oui. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Vous avez remarqué ? Je vais un peu être un ministre des Affaires sociales iconoclaste, puisque j'annonce dès demain la baisse des cotisations sociales de 50%. Bravo. Ça cache quoi ? Je suis ravi que le début de cette mesure emporte l'adhésion chez tous mes camarades plutôt à droite. Ah bah ça évidemment, parce que... Oui. Ouais, par contre, le financement de cette baisse va moins leur plaire, puisque cette baisse sera financée par une contribution plus forte des revenus du capital. Et là on applaudit avec Samuel, bravo. Par la réduction des aides publiques aux entreprises, la suppression des niches fiscales improductives, une contribution sur les très hautes retraites et la baisse du train de vie de l'État, notamment des députés, sénateurs et ministres. On annule Xavier, les amis, on arrête. Ah ben non, il baisse son salaire. Hein. Alors là, il est courageux. Comptable, tout est calculé, ça va représenter 152 milliards d'euros de réattribution. D'accord. Et on va pouvoir surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir, grâce à cette baisse de 50% des cotisations sociales, on va pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs, rendre les entreprises françaises plus compétitives à l'export, et aussi, parce que c'est important, donner le goût, inciter davantage à créer des activités économiques des entreprises, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on entreprend, qu'on veut embaucher, c'est très compliqué parce qu'on se fait surtaxer de partout. Moi j'adore nos ministres. Benoît Perrin. Moi je suis plutôt d'accord, même avec les deux versants. J'en rajouterai un autre qui est quand même, je crois, le plus important. Si on veut, d'une manière générale, augmenter quand même le pouvoir d'achat des Français, il y a effectivement, vous avez raison, l'histoire des charges, qui est effectivement extrêmement important. Il faut toujours rappeler que quand un salarié touche 50 € dans sa poche, il a coûté 100 € à son employeur. Donc quand il y a des augmentations de salaires qui sont prévues, ça coûte très très cher aux employeurs, malheureusement. Et un des problèmes de l'économie française, c'est que les entreprises ont peu de marge de manœuvre pour augmenter les salaires des Français. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que c'est pas tant l'État qui décide en fait du pouvoir d'achat, c'est d'abord les entreprises. Donc me semble-t-il, la priorité du ministre des Affaires sociales, c'est de faire en sorte que le gâteau soit plus important, et donc de faire en sorte que l'activité économique soit la plus importante pour justement qu'on ait davantage de création de richesse, parce qu'on sait que malheureusement on ne travaille pas assez, et ensuite on ne travaille pas assez bien, c'est-à-dire qu'on a des problèmes à la fois de production et de productivité. Tant qu'on n'a pas une bonne production et une bonne productivité, nos entreprises ne seront pas en mesure d'augmenter les salaires. Donc c'est pas l'État qui décide du pouvoir d'achat des gens. Je pense que c'est l'État qui décide du pouvoir d'achat des gens. Regardez le miracle économique aujourd'hui de l'Espagne. Eh bien, Pedro Sánchez, Premier ministre socialiste, je sais que ça pique, eh bien, il a augmenté par exemple de 45% le salaire minimum espagnol en 4 ans. Du coup, il permet aussi de rendre du pouvoir d'achat aux Espagnols. L'Espagne est aujourd'hui à la une de tous les journaux internationaux, d'ailleurs y compris l'Italie, sur ce miracle-là. Donc je suis d'accord pour rendre du pouvoir d'achat en allant taxer, évidemment. Moi j'étais à fond pour la taxe Zuckman, malheureusement. Philippe David. Oui, enfin, l'Espagne, il n'y a quand même pas, je crois pas qu'il y ait le RSA, il me semble, ou alors il est très bas. Non, parce que les salaires, le SMIC est plus bas, etc. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils ont peut-être des marges de manœuvre que nous on n'a pas, parce que nous on a déjà des coûts de salariaux qui sont très élevés, avec malheureusement un état de fait avec les lois Fillon qui fait que les charges sont tellement basses sur les bas salaires que personne ne veut augmenter votre salaire parmi les bas. Voilà, ça on est bien d'accord. Samuel Botton. Aujourd'hui, il y a une réalité implacable, c'est que vous n'avez jamais eu autant d'entrepreneurs et chefs d'entreprise qui quittent la France parce qu'ils se sentent, eux, à titre personnel, asphyxiés. Après, sur les propositions qui ont été faites sur le papier, elles sont toutes séduisantes et pourraient remporter mon adhésion. Je vous témoigne toute ma reconnaissance. Grâce à vos calculs, vous venez de préserver le service public et France Télévisions.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. En tout cas, Il est excellent, chaque jour, en tout cas, je suis toujours très fière de nos ministres. Ils sont excellentissimes et je dis bravo à notre ministre des Affaires sociales. Bravo. Merci. Et comme Et en d'habitude. plus, je prends même pas d'indemnité. En plus, je fais ça bénévolement. Eh ben, le dites pas trop fort, hein, parce que je pense que je crois qu'il y a l'Élysée qui vous appelle. Vous voulez pas parler à Gérard Larcher par hasard? Xavier, vous revenez quand vous voulez. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu si brillamment. C'est toujours un grand plaisir. On a un gouvernement extrêmement intéressant hein, depuis qu'on a mis en place cette rubrique. C'est vraiment canon. En attendant, c'est la foire d'Empoigne. Le qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, il est interdit de tricher, de malmener l'autre, de crier. En fait, tout ce que je viens de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, qui c'est qui l'a dit? Si je suis élu, ça changera dès le lendemain. Élu à Paris, par exemple, c'est Rachida Dati, par exemple. Bonne réponse de Françoise. Je me suis dit, ça y est, ils se sont endormis. C'est En pas possible. 24 heures, tu sais, elle va tout changer. Qui l'a dit? Aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon d'aventure se qualifiait au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce serait la certitude de la victoire de Jordan Bardella. Tondelier. Non. C'est tellement évident. Fort. Tout le monde peut dire ça, en fait. C'est un député de gauche très connu. Boris Fort. Vallaud. Non. Olivier Faure. Candidat à la présidentielle. Non. Ah, Ruffin. Non. Candidat à la présidentielle. Albin Gage, alors. Bonne réponse, Jérôme Gage. Député PS. C'est vrai que les candidats, on avait déjà oublié. Qui c'est qui l'a dit? Le port du voile doit toujours rester un choix personnel. Je suis en faveur de l'interdiction du voile pour les mineurs. Bruno Retailleau. C'était ce matin sur Sud Radio. Ah oui, c'est Aurore Berger. Aurore Berger, bonne réponse. Elle a été un poil plus rapide. Ouais. Il y a un alerte enlèvement pour Monsieur Perrin ou... Non, mais il a un quart de seconde de retard à chaque fois. C'est logique. C'est le seul qui paye ses impôts. C'est pas vrai. Excusez-moi, vous écoutez notre radio, Benoît, ou comment ça se passe? Je sais de vous me réveiller là. C'est moi son malin, il n'a pas eu le temps de préparer, donc il n'a pas regardé Wikipédia. Tout ça. C'est vrai, Françoise, j'ai un boulot, je reconnais. Moi, j'ai un boulot. Faut dire j'ai un boulot, moi. Qui c'est qui l'a dit sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public? C'est celle pour laquelle j'ai eu le plus de récriminations. Yael Braun-Pivet. Bonne réponse de Françoise Comment Degois. elle balance ça? Bam, elle est forte. Qui c'est qui l'a dit? Alors celle-là est très drôle. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Après la hausse du chômage, on a remporté le combat contre le chômage de long terme. Il y a un vrai défi encore, c'est le chômage des jeunes. Non, ça peut être Macron, non? Le Cornu. Non. Un ministre. Oui. C'est le SQ. Bonne réponse de Françoise Mais vous savez à quoi Degois. ça me fait penser? Ça me fait penser au délire de François Hollande, de Pierre Moscovici à l'époque, qui disait en fait il y a une baisse de la hausse. Sur le chômage. Là c'est pareil. On lui dit il y a une hausse, il répond on a remporté le combat. Mais si, Roland l'exclut, on n'est jamais Il y a une très baisse loin. de la hausse. Oui, c'était terrible la baisse de la hausse. Oui, c'est ça. C'est à vous, Philippe. Non, c'est à vous. Non, je viens de le c'est dire. à moi, pardon. Qui c'est qui Je l'a suis dit? Voilà. préfète, hein, donc croyez-moi. Citation historique. On gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. C'est Machiavel. Non. Alors c'est Bossuet. Non. Alors Montesquieu. Non. Richelieu. Un grand homme d'État. Richelieu. Mazarin. Non. Plus grand. Vous aurez dit François Louis Mitterrand, XIV. vous ne serez pas d'accord. Louis XIV, oui, un grand Napoléon. Bonne réponse de Françoise Degois. Moi j'étais sûr que plus grand. Je suis pas sûr que grand, ouais. Napoléon Ier. C'était sûr que, sachant que ça parlait de vice, Françoise Degois allait gagner. J'étais sûr qu'il y avait Machiavel, en fait, je pensais. Qui c'est qui l'a dit? C'est le siècle de l'apparence, paraître ou ne pas être. Telle est la question. C'est très bien. Ah oui, j'ai trouvé que la citation était très fine. Un homme de radio, de télé, humoriste, imitateur, etc. Laurent Gérard. Non. Imitateur. Plus âgé. Il a commencé par une carrière d'imitateur et après Thierry il s'est Leluron diversifié. est mort, Non. Philippe. Non. Quelqu'un de vivant. Michel Leb. Non. Oh ben, non. plus connu. Ça marche pas. Plus connu. imitateur. Bouvard, non? Il s'est fait virer de France 2. Ah, Sébastien. Bonne réponse de Françoise Degois, Patrick Sébastien. Il a imité qui, Et Patrick la dernière. Il était très bon. Si vous voulez. C'est à moi? Bah oui, c'est. Alors c'est un dialogue Si je dans vous un le dis. film mythique. S'il n'y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Je ne me lave pas les mains, madame, depuis que la France a été vaincue. Et si personne ne se lavait, la France serait plus propre. Un film mythique qui se passe pendant l'occupation. Bah, la Grande Vadrouille, non, ça peut pas être ça. Attention. Traversée. Janvier.
donne 1000 francs. Non, Facile. Mais si, mais je connais ça par cœur, mais j'ai un trou. Gabin, Bourville. Bourville, Je De reconnais Funès. Bourville chez Cécile. C'est pas lavage du prisonnier, non. Mais non. Non, Non, c'est Fernandel. Janvier. Soliveau. Rue Bolivo. Un film de Claude Autant-Lara. Oui, alors vas-y, dis-le. La traversée de Paris. Oh là Comme là. mes pieds, bien sûr, je cherchais. Vous êtes, mon Dieu, vous êtes pathétique. Ouais, c'est vrai. Machiavel, en fait, la citation de Machiavel disait on ne gouverne les êtres humains que par la peur. Pardon, on s'est confondu. Voilà. Chers amis, Qui a gagné qui a gagné? Non mais là, elle se la joue, elle a eu 6 points. Genre. Samuel Botton 1 point, mais il a sauvé l'honneur. Alors on lance la pub, Quant à Fanny. Ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est le même score c'est ça. que Cécile. Fanny, baisse ses culottes, cher monsieur. Vous avez loin, là, quand même. Bah quoi, c'est Fanny, c'est Fanny. Oui, mais... les amis, dans un instant, la question du soir, on va revenir sur ce qu'a dit Ursula von der Leyen qui défend l'instauration d'une préférence européenne dans les secteurs stratégiques avec cette question du jour. Pensez-vous que les pays européens jouent le jeu de la préférence européenne? Eh bien, vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Il en reste un petit peu pour nous appeler, pour nous dire le contraire. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Et autour de cette table, chers amis, Françoise Degois, Benoît Perrin, Samuel Botton, Philippe David, que vous retrouvez bien entendu à partir de 19h avec François Libourneau, avec des sujets importants qui visiblement vous tiennent à cœur, et en l'occurrence l'élargissement peut-être de la légitime défense. Oui, on va Philippe parler, David. vous avez été cambriolé, victime de homejacking, ça fait beaucoup réagir, comme ça fait beaucoup réagir à 17h dans le grand débat. Venez témoigner au 0826 300 300. Vous voulez parler de la proportionnelle, on n'a pas eu le temps d'en parler hier soir, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels sur le harcèlement scolaire par les profs, avec des témoignages bouleversants. Et puis tiens, les laits maternisés, certains ont été retirés de la vente. Est-ce que vous en avez été victime? Est-ce que vous avez peur des produits que vous achetez pour vous-même ou pour vos petits bébés? Voilà, et ce sera à partir de 19h. En attendant, c'est la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et la préférence européenne, pensez-vous que les pays européens joueraient le jeu? Philippe, vous dites en majorité non. À 89%. Frédéric est avec nous de Gironde. Dans quelques instants, il sera avec nous, visiblement. Philippe David, est-ce qu'il faut effectivement, puisque on a créé cette question ensemble, que les pays européens jouent le jeu? Alors, il y a eu ce qu'on appelait la préférence communautaire il y a quelques années, qui a été supprimée à la fin de la CE, quand on est passé à l'Union européenne avec Maastricht. C'était une très bonne chose qui a été supprimée. Et alors, ce qui m'amuse, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est une Allemande, Ursula von der Leyen, qui défend une préférence européenne que défend la France depuis des années, alors que l'Allemagne s'y est tout le temps opposé au nom du libre-échange, parce que c'est la machine à exporter la plus puissante du monde avec la Chine. Donc je crois que soit Madame von der Leyen a fait une visite à Lourdes sans qu'on le sache et qu'elle a l'esprit sain ou une conversion qui lui est tombée dessus, soit alors je n'y comprends plus rien. Elle a la pression, vous savez très bien, Philippe, ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'a montré le Groenland et la crise avec Donald Trump. D'abord l'Ukraine et la crise paroxystique avec Donald Trump. C'est que les Européens, vraiment, ça les a obligés à se réveiller. Et on commence déjà avec l'Ukraine et maintenant c'est un réveil évident. Ursula von der Leyen, vous avez raison, chantre du libre-échange, ne s'est pas convertie. Ursula von der Leyen a la pression maintenant des États. Et la réalité, si vous voulez, c'est que cette préférence pour les marchés publics, en fait, et pour passer les commandes groupées entre intra-européennes et surtout qui a été la menace, qui a le plus frappé et qui a le plus marché sur le Groenland, c'est la menace émise par Emmanuel Macron, mais la plupart des pays européens étaient d'accord, de sortir de tous les marchés publics européens les entreprises américaines. Comme on pourrait décider de sortir de tous les appels d'offres européens, pas des marchés publics, des appels d'offres, les entreprises chinoises. Donc cette clause-là très forte sur l'idée de on achète
achète des produits européens et on interdit, si ça va trop loin, l'accès aux appels d'offres aux autres entreprises, je pense que l'Europe est obligée de s'y plier. C'est pour ça que Ursula von der Leyen s'y plie. Allez, on va directement au standard 0826 300 300 avec... oui, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, notre réalisateur. Frédéric est avec nous de Saint-Jean-d'Illac. Bonjour Frédéric. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. À cette question, est-ce que vous pensez que les pays européens vont jouer le jeu de cette préférence européenne ? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que chacun est un peu dans son coin, tire à eux-mêmes dans chaque pays souverain. L'Allemagne, vous en avez parlé. Pour moi, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Jouent un double jeu, parce que quand il s'agit de leur souveraineté, ils sont vent debout contre l'Europe. Et quand nous, on est prêt à défendre notre souveraineté avec Dassault, avec le SCAF, là, par contre, ils font la gueule. Je trouve que c'est un peu pas très solidaire, et je pense que les pays européens ne sont pas solidaires du tout. Et cette culture, je pense qu'on la doit depuis la construction de l'Europe, car la construction de l'Europe s'est faite sans souveraineté européenne, pas construite du tout, et on est en train de se rendre compte qu'on est rentré dans un grand mensonge d'État international au niveau européen, je parle. Et que culturellement ça peut pas fonctionner comme ça, malheureusement, et les États le savent, et on ment au peuple, je dis au peuple européen sur la façon dont l'Europe a été construite, et c'est ce qui cristallise tout et ce qui bloque tout. Et l'Allemagne en est un aussi, soi-disant on est amis avec l'Allemagne, mais ils nous crachent dessus, quoi. Ils nous crachent souvent dessus. Et pour une fois, quand nous, on se défend, j'ai envie de dire, pour une fois que la France et Dassault dit stop, non, moi je trouve très bien de défendre sa souveraineté. L'Europe, c'est pas une fédération. Oui. C'est pas un État fédéral comme les États-Unis. Voilà. C'est pas un État fédéral. C'est pas une souveraineté qui est construite bizarrement, c'est vrai. C'est une grosse, on est dans une panade quelque part. J'ai pas de réponse vraiment construite sur comment est construite l'Europe, parce que c'est des bouts de règles qui ont été plus ou moins imposées. Il y a qu'à voir en 2005 avec nous. On nous a complètement. Nous a volé le résultat. Oui. Bien sûr. On nous a volé le résultat. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Donc comment voulez-vous que l'Europe se construise en étant antidémocratique, en mentant au peuple, et avec des pays qui sentent le vent tourner et qui se retirent tous dans leur coin avec leur souveraineté. Alors, on va faire réagir forcément Benoît Perrin. 27 pour avoir une ligne droite, en tout cas une voie commune, c'est difficile. Mais Frédéric a totalement raison et met le doigt sur le sujet central, me semble-t-il, de l'Union européenne, ou en tout cas d'un éventuel accord entre les pays européens. C'est qu'il n'y a pas d'accord s'il n'y a pas d'intérêt commun. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt commun. C'est-à-dire que vous avez des pays qui ont su se réformer, qui ont su faire en sorte que leurs entreprises soient compétitives, très concrètement, qui arrivent du coup à exporter. L'Italie, l'Allemagne. Et puis vous avez... Aussi. Non, la France avec une balance commerciale. Malheureusement. À moins de 70 milliards, je ne pense pas qu'on soit des modèles en termes d'exportation. Donc on le laisse finir, s'il vous plaît. La preuve, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à exporter nos biens. Et après, vous avez sur l'industrie ici, Françoise. Sur l'industrie, on est sur l'industrie, si on parle de services et de conseils. Mais tu as raison. Si on parle Françoise, laissez-le finir. Cette année, on va être à peine à l'équilibre sur la balance commerciale de l'agroalimentaire. Alors c'était avant un moteur des exportations. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc vous avez déjà en retard malheureusement. Donc, les pays compétitifs sont favorables au libre-échange, normal puisqu'ils sont dans la compétition mondiale. Les pays qui ont du mal, comme la France, effectivement, à exporter ses biens, effectivement, est plutôt dans une logique protectionniste. La difficulté centrale, me semble-t-il, c'est que lorsque on arrive, on n'est pas en mesure, en quelque sorte, de faire un bras de fer, à puissance égale avec typiquement les Américains, qui effectivement ont un pouvoir, notamment sur le numérique, qui est extrêmement important.
Et je pense que l'enjeu en fait de ce qu'on peut appeler l'économie stratégique de demain, c'est tout ce qui concerne les logiciels et tout ce qui concerne le cloud, c'est-à-dire le fait de garder les données, Et là, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne a mis tellement de barrières, tellement de réglementations, tellement de charges sur les entreprises, justement, qu'aujourd'hui, on n'a pas été depuis un certain nombre d'années, on n'a pas été en mesure de développer des outils de même niveau que les Américains. Et donc aujourd'hui, on arrive avec nos petits bras en disant « Oh là là, les Américains, si vous n'êtes pas gentils avec nous, on va fermer un certain nombre de marchés publics. » Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les équivalents des Microsoft, on n'a pas les équivalents de Google, on n'a pas les équivalents on fait le tour de tous ces outils. Donc on fait les gros bras, mais on n'a pas de bras. Si on a les bras, la preuve, Françoise, on fait le tour de table. Samuel Botton. Je suis en grande partie d'accord avec tout ce que Benoît vient de dire, parce que c'est une réalité. Je pense que le problème originel de l'Europe, c'est d'avoir voulu accorder autant de pays sur une même ligne alors que ce n'était pas possible. Voilà. Et de surcroît, des pays qui, à ce moment-là, n'en étaient pas au même niveau économiquement et avec les mêmes enjeux. Quand vous m'avez posé la question sur cette problématique, je vous ai dit ça peut continuer à creuser les inégalités. Comment voulez-vous qu'un pays, sur le plan industriel comme la France, rivalise avec des pays de l'Est qui ont des conditions bien moins dures que les nôtres sur les productions, j'entends électroménager, voitures ou autres. Et surtout, comment est-ce qu'on s'y retrouve? On parle de préférence et de protectionnisme. Très bien, protectionnisme européen. À qui va-t-il bénéficier? Est-ce que la France est en première ligne? Alors juste pour restituer, l'Italie et l'Allemagne ont assoupli leur position sur ce sujet-là. Je vous dis pas qu'elles sont entièrement d'accord, qu'elles vont nous suivre. C'est peut-être un double jeu. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de dichotomie économique entre les pays pour pouvoir aligner tout ça. Ça, c'est un premier point. Et après, nous, en tant que Français, c'est une réalité. Il y a deux grandes questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est encore un pays d'agriculteurs et est-ce qu'on est encore un pays industriel? Et malheureusement, j'ai bien peur que la réponse à moyen long terme soit non. Alors bon, ce catastrophime, c'est vraiment fatigant. En fait. On est super fort dans les services. Non, on n'est pas super fort dans les services. On est la première puissance agricole. Je suis désolé de vous le dire, de l'Europe. J'en ai marre d'entendre ce discours. Mais on importe beaucoup, François. 80% pour l'importer. Le bœuf qui a 50%. Je peux finir. Oui, tu peux. J'en ai marre d'entendre cette discussion de café. Ça sert à rien de hurler. Mais non, mais c'est insupportable en réalité. On a 70 milliards de déficit commercial. Nous avons 70 milliards de déficit commercial, mais quand Benoît nous explique qu'on a nos petits bras, quelle est par exemple la balance commerciale entre ce que nous vendons aux États-Unis et ce que les États-Unis nous vendent? Nous sommes excédentaires par rapport à l'ensemble de l'Europe. Les États-Unis ont toujours eu des déficits commerciaux monstrueux. Est-ce que vous comprenez qu'il va falloir arrêter? Mais vous les entendez? Dites-leur qu'ils arrêtent de gueuler aussi. Mais vous arrêtez pas de couper tout le monde. Mais est-ce que non, je coupe pas tout le monde. Je suis en train de vous expliquer que ce type de conversation expliquant que l'Europe n'a aucun poids, elle est nulle et non avenue. Elle ne repose que sur du café de commerce. Nous avons, par exemple, fait repousser Trump sur la base de l'idée que les États-Unis sans le marché européen ne fonctionnent pas, que nous sommes bien sûr la première puissance agricole européenne, évidemment, qu'il y en a marre d'entendre dire que la France ne baise rien. Si la France pèse la plus grande PAC d'Europe, et que nous exportons pas simplement des services, nous n'exportons pas que des services. Nous sommes par exemple extraordinaires en matière d'aéronautique. Nous sommes extraordinaires en matière d'agro. Mais c'est là qui cache la forêt, François. Mais arrêtez avec vos Françoise, excusez-moi, vous avez l'aéronautique, vous avez la cosmétique qui peut grandir, il n'y a plus rien. Attendez. C'est ça qui est dramatique. Sur tous les sujets, on est en déclin. Je dis pas ça pour finir. Si vous le dites par plaisir, et vous mélangez tout. Quelqu'un dans un café du commerce tiendrait le même discours. C'est la réalité, malheureusement. Je vous jure que la déplore. Excusez-moi, j'ai fait 20 ans de commerce international, donc c'est un sujet que j'ai... moi je travaillais à la Commission européenne, donc je sais de quoi je parle aussi. Excusez-moi, mais moi j'ai été dans des usines un peu partout, j'ai été prendre ma valise pour exporter des produits. Je peux répondre, mais je peux répondre. Il n'y a pas une seule vérité. Le café du commerce, c'est méprisant. Non mais je peux pas parler. Allez-y. Le café du commerce, c'est totalement méprisant. Oui. Premier point. Deuxième point, quelle est la dernière année où la France a eu un excédent commercial? C'est rien, dites-moi. 2001. Bizarrement, et vous permettez que je termine? C'était un Premier ministre socialiste. Oui, 2002, on passe à...
Non, c'était pas Job de l'or. Non, mais on 2002, on passe à l'euro et la France passe dans le rouge. Depuis 2002, elle est toujours dans le rouge. Pourquoi ? Parce que la France s'est massivement désindustrialisée. Ça, que vous le vouliez ou non. Vous voulez que je vous donne... Ça, c'est la réalité, bien sûr. J'ai bossé dans l'éclairage pendant 20 ans. Je peux vous citer toutes les usines françaises qui ont fermé. Je peux vous en citer. Elles ont les 3 quarts, 90% fermées. Les usines textiles, elles ont toutes fermé. Et aujourd'hui, vous permettez que je termine. À l'époque, l'automobile française... De quoi vous parlez, en fait, là ? Vous êtes du déclin français. Du déclin français. Nous sommes en train de parler de la force ou pas de l'Union. Vous vous rendez compte dans quoi vous partez ? Nous sommes en train de parler. La question est, est-ce que l'Union européenne peut s'accorder pour avoir une préférence européenne et quelle est sa force par rapport aux États-Unis ? Je vous réponds là-dessus. Vous arrêtez toutes et tous de dire que nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Ça n'est pas vrai. C'est absolument faux dans 1000 domaines et sur l'ensemble. Je le redis. Françoise, est-ce qu'on peut juste discuter calmement ? Il nous reste 40 secondes. Oui, on discute calmement. Alors, juste un mot. C'est vrai que quand il s'est agi de négocier les droits de douane avec les États-Unis, on s'est couché parce qu'on n'avait pas le choix. On a eu les 15%. Malheureusement, et Van der Leyen, elle n'a rien pu faire. Écoutez, est-ce qu'on peut parler de la réalité du jour ? La réalité, c'est qu'on s'est couché. Les Américains ont décidé 15%, ils ont obtenu 15%. Maxime, on me coupe les micros. Merci beaucoup. Puisque vous savez quoi ? Vous allez vous bagarrer dehors parce que c'est inaudible et ça embête tout le monde. La petite phrase dans un instant, on fait une petite pause, une camomille, une claque sur les fesses et on revient dans un instant. Tout de suite. Bah si, vous allez la voir. Et tous autour de cette table. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Chers amis, c'est la dernière ligne droite de cette émission avec cette phrase du jour. C'était cette Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, qui s'exprimait ce matin. C'était l'invité politique suite aux propos polémiques de Karine Lemarchand. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Je trouve insupportable de manière générale, c'est le cyberharcèlement que les femmes notamment subissent après un certain nombre de déclarations. Moi j'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet, mais je déteste l'idée qu'on envoie comme ça une meute en cyberharcèlement à l'encontre d'une femme qui s'est exprimée. Et c'était ce matin l'interview politique avec Jean-François Aquili à 8h15, comme tous les matins. Philippe David. Bon, le cyberharcèlement, alors c'est scandaleux quand c'est une femme, mais c'est scandaleux quand c'est un homme aussi. Hein. Donc moi je vais pas faire de différence de sexe, alors on a le droit d'harceler un homme, mais pas d'harceler une femme. Je comprends vraiment pas la rhétorique d'Aurore Berger en ce qui me concerne. Hein. J'ai le même point de vue, nous allons finir sur un accord, je ne comprends pas. Et en plus de ça, ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, le cyberharcèlement peut pousser un homme ou une femme au suicide. Et puis par ailleurs, Karine Lemarchand savait très bien ce qu'elle faisait, ou alors elle est complètement neuneux, mais s'exprimer comme elle l'a fait, en parlant des Noirs et des musulmans, et en disant qu'elle avait peur, soit elle comprend rien au monde médiatique, soit elle comprend pas la portée de ces mots, voilà. Et puis le cyber, honnêtement, ce qu'elle a fait, c'est juste nul. Et alors Aurore Berger qui monte en égérie féministe, honnêtement, franchement, vraiment Aurore Berger, parfois elle est intelligente, et puis parfois je ne comprends pas du tout son positionnement. Oui. J'ai rien de plus à ajouter sur toute la question, effectivement, de Karine Lemarchand. C'est très étonnant que les mots aient pu dépasser sa pensée. En ce qui me concerne, ça m'étonne. Aurore Berger, je suis beaucoup moins étonné parce que pour le coup, elle a un peu le syndrome Marlène Schiappa. Dès qu'il y a une polémique où il faut s'engouffrer, surtout les polémiques où il faut pas, elle y va. Je dois au moins lui reconnaître une capacité de survie incroyable sur les 15 dernières années, et de la confidence d'amis à moi qui sont à l'Assemblée nationale et qui l'ont côtoyée. Elle a ce qu'il qualifie une attitude de bonhomme, c'est-à-dire elle rassemble, elle est là, c'est vraiment la bonne coéquipière. Malheureusement, dans le discours public, j'ai du mal à me souvenir de la dernière fois où je l'ai trouvée brillante. Ça taille. Il a sorti le bâton. J'avais organisé un dîner avec elle. Je l'ai, il a sorti le bâton de Berger. Vous avez compris. Je plaisante, bien entendu. Ouh la vache. C'est-à-dire que je vais remplacer son nom par le mien. Je me dis, ah oui, je viens de m'en prendre une quand même. Benoît Perrin. Non, toujours agaçant cette sorte de féminisme à longueur de temps pour dire effectivement il y a des femmes. Après, elle est dans son rôle.
grave. Elle est dans son rôle, pardon. Hein. Pourquoi elle est dans son rôle? Dans son rôle, l'égalité entre les femmes et les hommes, elle se dit voilà, dans son rôle. Oui, oui. Non, mais est-ce que c'est vraiment un rôle? Moi, je me pose toujours la question de l'intérêt de ce genre de ministère. Ah non, moi, franchement, ça y est. Mais quel est son rôle? À quoi elle est payée? Elle est payée pour faire quoi, cette dame? Éveiller des consciences. N'importe qui peut éveiller des consciences. Vous éveillez les consciences, on éveille tous les consciences. Un ministre peut très bien dire ça. Est-ce qu'il y a besoin d'un ministre pour l'égalité des hommes et des femmes? Sinon, je peux vous assurer sur un autre débat. Franchement, c'est le genre de poste. Mais c'est le genre de poste. Heureusement qu'on fait respecter la parité. On supprime rien du tout. Et on met des amendes à tous les gens qui respectent pas la parité. Encore, on en est loin. Non, mais c'est vrai que ce propos, faire un distinguo sur le harcèlement, je trouve ça, mais nul. Désolé de le dire, je suis assez d'accord d'ailleurs avec Samuel qui a été cash. Et c'est le problème de ces rôles-là, c'est le problème de ces ministères. C'est qu'en fait, pour justifier justement l'existence de ce ministère, on en vient à finalement toujours prendre des positions un peu surréalistes. Honnêtement, pour justifier son poste. Après, effectivement, après ce dérapage, derrière c'est un océan de saloperies, de tout un tas de choses et voilà. Mais c'est pas lié à une femme, c'est lié à la prise de parole. Il y a une façon de harceler les femmes qui est toujours la même, qui est toujours les femmes sont de toute façon on les attaque sur la physique, mais une femme et qui est harcelée, elle est toujours une ivrogne. Moi je me souviens, j'avais vraiment tarté Manuel Bompard et il m'avait répondu, il faut arrêter le rhum le matin, je bois pas une goutte d'alcool, vraiment véritablement. Et en fait il a retiré tellement il s'est rendu compte. Mais le réflexe de Manuel Bompard, c'est le réflexe de la plupart des internautes. Les femmes on les attaque toujours sur elles sont alcoolos et les hommes on les attaque différemment. Mais c'est vrai que la manière de harceler, alors je parle assez en rigolant, la manière de harceler est assez typique des hommes, pour les hommes ou pour les femmes. J'en profite de dire que je bois pas d'alcool. Si jamais quelqu'un veut, non, mais Elisabeth Lévy se fait agresser en permanence et toutes les femmes politiques, etc. Il faut arrêter de boire, la vieillesse. Enfin, c'est intéressant de voir comment on harcèle les femmes et comment on harcèle les hommes. Ça, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi violent, ce que je veux dire. Ouais, ça s'équilibre un peu. C'est bien dégueulasse. Non, mais soyons positifs. Mes chers amis, merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très bruyant, mais bon, c'est le principe de cette émission aussi. Transmettre son patrimoine, un enjeu majeur, souvent mal anticipé, et ça c'est pas faux. Thomas Binet va tout vous expliquer dans un instant dans les incontournables de l'argent. Merci les amis. Salut. Et moi je vous retrouve demain à partir de 17h avec mon Philippe David que vous retrouvez dans quelques minutes avec à 19h pour les vrais voix font parler la France et tous les sujets vous sont ouverts. C'est Zach qui prendra vos appels au 0826 300 300. Et prenez du bon temps avec Philippe David. À tout à l'heure. Trade République, la banque pour mieux dépenser.